Récemment, les astronomes s'attendaient à ce que 3I Atlas, le troisième objet interstellaire à visiter notre système, passe discrètement près de Mars. Mais l'inattendu s'est produit. En seulement 2 jours, le corps céleste a brillé 6 fois plus fort que prévu, libérant un immense nuage verdâtre de dioxyde de carbone, 2 fois plus gros que le Soleil. Aujourd'hui, Atlas fonce vers Mars à une vitesse approchant les 70 km par seconde, dissimulée par la lumière solaire et échappant à l'observation des télescopes terrestres. Ce comportement anormal soulève des questions fascinantes. S'agit-il simplement d'une physique inconnue ou de quelque chose d'encore plus surprenant? Actuellement, l'objet se trouve à environ 300 millions de kilomètres du Soleil et se déplace à 58 km par seconde, soit plus vite que n'importe quelle planète, surpassant même Mercure. À titre de comparaison, il franchirait la distance Terre-Lune en un peu plus d'1 heure, un exploit qui a pris 3 jours aux missions Apollo. Fin octobre, lorsqu'il atteindra le périhélie, il devrait atteindre près de 68 km par seconde, une vitesse extrême pour des objets naturels. Sonde solaire. Parker n'atteindra que 200 km par seconde après des années d'ajustements orbitaux. Atlas atteint sa vitesse uniquement grâce à la chute libre gravitationnelle. Sa luminosité est également surprenante. En peu de temps, elle est passée de magnitude 16 à 12, devenant environ 40 fois plus brillante, tout en restant invisible à l'œil nu, visible uniquement au télescope dans des conditions idéales, où elle apparaît comme un point faible et fantomatique dans le ciel. La luminosité de la comète n'est pas seulement une question d'optique, elle reflète l'énorme quantité de lumière solaire diffusée par sa chevelure en expansion. Le noyau de 3I Atlas reste caché, enveloppé d'un épais nuage de gaz et de poussière. On estime sa taille entre 300 mètres et environ 5,6 km de diamètre. La chevelure, l'atmosphère brillante qui entoure le noyau, s'est déjà étendue sur près de la moitié du diamètre du Soleil. Ce n'est pas seulement un effet visuel, c'est une structure physique réelle, de plusieurs centaines de milliers de kilomètres de diamètre, composée de glace et de poussière vaporisée par la chaleur solaire. Elle réfléchit et diffuse la lumière solaire à une échelle rarement observée à cette distance, ce qui fait de 3I Atlas une comète atypique. Les calculs de trajectoire confirment qu'elle suit une orbite hyperbolique. Elle n'est pas synchronisée avec le Soleil par effet de marée. Il s'agit d'une traversée unique du système solaire, sans retour. Son plus proche rapprochement de la Terre se fera à au moins 1,8 unités astronomiques, sans risque de collision ni de débris. L'urgence est ailleurs. La brève opportunité d'observer un visiteur interstellaire avant qu'il ne disparaisse dans la lumière solaire. Chaque mesure, distance, vitesse, luminosité, place l'Atlas 3I bien au-delà des normes habituelles des objets du système solaire. Les chiffres résistent aux comparaisons faciles. À l'approche de Mars, ces données constituent le fondement, ancrant l'histoire dans des faits concrets et impitoyables. Quelques heures seulement après l'éruption lumineuse, la base de données d'observation des comètes, COBS, a déclenché une vague d'alerte. Des amateurs australiens ont enregistré les premières données, signalant une multiplication par 6 de la luminosité en seulement 2 nuits. S'agissait-il d'une véritable éruption ou d'un artefact de mesure? Le 3 octobre, la sonde 3I Atlas survolera Mars à environ 30 millions de kilomètres. Proche en termes cosmiques, mais suffisamment éloignée pour représenter un danger pour la planète rouge ou ses orbiteurs. Sa trajectoire est inexorablement orientée vers l'extérieur, définie par une excentricité supérieure à 1. Ce simple chiffre signifie que l'objet est libre. Un visiteur interstellaire effectuant un seul passage irréversible avant de disparaître dans l'espace profond. Pour la Terre, le point le plus proche est déjà passé. Elle ne s'est jamais approchée à moins de 1,8 unités astronomiques. Plus de 270 millions de kilomètres, soit près de 2 fois la distance du Soleil. Pas de débris, pas de menace d'impact, pas de pluie de météores. Le seul risque est de rater l'occasion de collecter des données tant que la fenêtre d'observation est encore ouverte, et elle se referme rapidement. Alors que 3I Atlas plonge vers le Soleil, la géométrie de son orbite joue contre les télescopes terrestres. L'angle entre la comète et le Soleil, appelé élongation solaire, diminue de jour en jour. Le 21 octobre, cet angle passe sous les 30 degrés, un seuil critique. En dessous, même les télescopes les plus perfectionnés ne peuvent distinguer la faible lueur de la comète de l'éblouissement du ciel. Pour la plupart des observateurs, la fenêtre d'observation se ferme début octobre, au moment même où la comète passera au plus près de Mars. Le timing est implacable. Le périhélie arrivera le 29 ou le 30 octobre, lorsque 3I Atlas se trouvera entre 1,366 et 1,4 unités astronomiques du Soleil.
À ce moment-là, sa vitesse atteindra près de 68 km par seconde et son activité devrait atteindre son pic. Cependant, depuis la Terre, la comète sera perdue dans l'éblouissement solaire, invisible même aux plus grands observatoires. Cette panne, de début octobre à début novembre, signifie que la phase la plus dramatique de son évolution se produira hors de portée humaine directe. Tout cela est cartographié par la modélisation orbitale, qui enregistre chaque nuance de la trajectoire à partir de centaines d'observations. Les chiffres sont clairs, le 3I Atlas ne reviendra pas. Sa trajectoire hyperbolique garantit que tout mystère non résolu dans les semaines à venir restera sans réponse pendant des générations. L'urgence est réelle, mais pas à cause du danger. C'est une occasion rare d'observer un objet d'un autre système stellaire interagir avec le Soleil et les planètes avant de disparaître à jamais. La seule façon de prolonger cette fenêtre est désormais de transférer la tâche aux sondes déjà en orbite autour de Mars, chacune dotée de ses propres instruments et de la possibilité d'enregistrer une partie de cette rencontre fugace. La course aux données a commencé dès que le 3I Atlas s'est écarté de sa trajectoire prévue. Les programmeurs d'observatoires du monde entier se sont retrouvés dans une course contre la montre et contre le Soleil. Face à la forte augmentation de la courbe de lumière de la comète, les principales installations ont activé les protocoles de cible d'opportunité. Le télescope spatial Hubble, déjà surchargé, a ouvert une brèche d'urgence, capturant des images ultraviolettes et optiques à mesure que la chevelure s'élargissait. Chaque exposition devait équilibrer le risque de saturation et le besoin de précision. Les équipes réétalonnant les instruments en temps réel pour suivre l'augmentation de la luminosité. Télescope spatial. James Webb a atteint une fenêtre rare, approuvée par un comité, pour la spectroscopie dans l'infrarouge moyen. Le 6 août, l'instrument NIRSPEC du JWST a ciblé la chevelure, enregistrant un rapport dioxyde de carbone haut inhabituellement élevé, environ 7,6, bien supérieur à la norme pour les comètes du système solaire. Cette découverte, communiquée en temps réel au Minor Planet Center et partagée sur des canaux de discussion privés, a suscité une vague de demandes d'observations spectrales supplémentaires. Observatoire Gemini Sud, au Chili, a ensuite pris une série d'images optiques et proches infrarouges. Son large champ et sa capacité de déplacement rapide lui ont permis de suivre les subtils changements de structure et de couleur de la chevelure, même avec les fluctuations de luminosité nocturne. Pendant ce temps, SpaceX, le cartographe infrarouge de la NASA, a ajusté sa vitesse de balayage pour capturer des aperçus de l'évolution du spectre de la comète. Bien que SpaceX n'ait pas été conçu pour des suivis rapides, sa large couverture en longueur d'onde offrait une base unique pour la surveillance des émissions volatiles à différentes distances solaires. Chaque observatoire apportait ses atouts et ses limites. Hubble pouvait observer les détails les plus fins de la chevelure, mais seulement dans des fenêtres de temps courtes. JWST offrait une sensibilité inégalée dans l'infrarouge, mais avec un calendrier serré. Gemini, étant terrestre, dépendait des conditions météorologiques et souffrait de l'élongation solaire en constante diminution. La coordination de ces ressources exigeait un niveau de synchronisme plus courant lors des exercices de défense planétaire que lors des études de routine sur les comètes. Les directeurs d'observatoires devaient concilier les demandes d'équipes concurrentes, tandis que les flux de données s'accumulaient tard dans la nuit pour traiter les images brutes. Les forums de discussion étaient saturés de débats sur les filtres et les temps d'exposition. Chaque enregistrement devait compter. Le sentiment d'urgence était renforcé par la panne imminente. Une fois plongée dans l'éclat du Soleil, la comète serait invisible depuis la Terre pendant des semaines. Les derniers ensembles de données, images ultraviolettes de Hubble, spectre de dioxyde de carbone de Webb, couleur enregistrée par Gemini, constitueraient le dernier enregistrement observé depuis la Terre. Alors que la livraison des observations aux orbiteurs de Mars approche, la campagne terrestre est devenue un test de coordination mondiale, extrayant toutes les mesures possibles d'une cible sur le point de disparaître. Mars devient le principal observatoire du système solaire lorsque les télescopes terrestres sont aveuglés par le Soleil. Les orbiteurs autour de la planète rouge sont soudainement chargés de suivre une comète qui n'était prévue à l'origine. Chaque sonde spatiale possède son propre ensemble d'instruments, et des équipes d'ingénieurs et de scientifiques s'efforcent de s'adapter, reprogrammant les systèmes et exploitant de précieuses fenêtres d'observation. HiRISE, l'expérience d'imagerie haute résolution à bord du rover martien. Reconnaissance, l'orbiteur HiRISE de la NASA est réputé pour sa capacité à distinguer des objets de la taille d'une table depuis leur orbite.
Avec une résolution de 0,3 mètres par pixel, HiRISE peut, en théorie, détecter le noyau de l'Atlas 3I, si la luminosité de l'arrière-plan et la géométrie de suivi sont. Mais suivre une comète se déplaçant à 58 km par seconde, à des millions de kilomètres de distance, pousse les ressources matérielles et logicielles à leurs limites. Des équipes de l'Université d'Arizona et du JPL effectuent des simulations, ajustent les temps d'exposition et rivalisent pour obtenir des fenêtres de capture optimales. Le risque n'est pas seulement de rater la comète, mais aussi de surexposer la caméra ou d'endommager des pixels si le Soleil entre dans le champ de vision. La mission Mars Express de l'ESA, en orbite depuis 2003, embarque la HRSC, High Resolution Stereo Camera. Le HRSC excelle dans l'imagerie grand champ multi-angle, idéal pour capturer l'intégralité de la chevelure et de la queue d'une comète. Ces filtres colorés permettent de séparer la poussière du gaz, tandis que les paires stéréoscopiques révèlent de subtiles structures tridimensionnelles dans le nuage en expansion. L'équipe du HRSC en Allemagne se coordonne avec les astronomes au sol pour programmer les expositions au moment où la sonde 3I Atlas passe au plus près du plan orbital de Mars. Gaz Trace ExoMars, l'orbiteur martien, TGO, embarque le système d'imagerie couleur et stéréo KC-E6, ainsi que le spectromètre NOMAD, conçu pour détecter les gaz atmosphériques de faible intensité. KC-E6, conçu pour la géologie martienne, peut être reconfiguré pour imager la chevelure de la comète en plusieurs bandes de couleurs en suivant les variations de luminosité et de structure pendant l'approche. NOMAD, optimisé pour détecter les traces de gaz telles que le CO2, l'H2O et les composés organiques rares, sera déployé sur Atlas. L'objectif est de confirmer les niveaux élevés de CO2 déjà signalés par le JWST et de rechercher des signatures chimiques inédites dans les comètes du système solaire. La mission MAVEN de la NASA apporte une perspective supplémentaire. Son spectrographe ultraviolet se concentre sur les émissions d'oxygène atomique et de carbone, tandis que les instruments à plasma mesurent l'interaction du vent solaire avec l'exosphère de la comète. Les données MAVEN pourraient révéler si la lueur verdâtre de la chevelure est due à l'oxygène atomique ou à des processus plus exotiques. Son orbite, conçue pour étudier la haute atmosphère de Mars, place la sonde dans une position privilégiée pour observer la comète sous de multiples angles. Les centres d'opération aux États-Unis et en Europe tiennent des réunions d'urgence pour évaluer les risques de détournement des instruments des activités scientifiques martiennes habituelles. Chaque fenêtre d'observation nécessite des négociations entre les ingénieurs, les principaux scientifiques et les responsables de mission. Les protocoles de sécurité sont stricts. Les caméras ne peuvent pas être pointées directement vers le Soleil, les spectromètres nécessitent un étalonnage précis et les modèles de risque liés à la poussière doivent être vérifiés. Il arrive que des correctifs logiciels soient publiés à la dernière minute pour activer de nouveaux modes de suivi ou contourner les limites de sécurité standards. Aucun orbiteur ne peut à lui seul raconter l'histoire complète de la comète 3I. Mais ensemble, ils forment un observatoire synthétique international, combinant images, spectroscopie et mesures de plasma sur plusieurs orbites et fuseaux horaires. L'ingéniosité réside non seulement dans le matériel, mais aussi dans la coordination agile d'équipes qui, jusqu'à récemment, n'avaient jamais entendu parler de cette comète. Alors que la vision terrestre s'affaiblit, la responsabilité de déchiffrer le visiteur interstellaire incombe désormais à ses yeux robotisés sur Mars, chacun étant prêt à recueillir des données susceptibles de remodeler notre compréhension des comètes et de la chimie des objets extrasolaires. La couleur de la chevelure d'une comète est une empreinte chimique, façonnée par la lumière du Soleil et les glaces volatiles qui bouillonnent dans son noyau. En septembre, 3I Atlas a surpris les astronomes en passant d'une teinte rougeâtre atténuée à un vert vif, signe qu'un phénomène inhabituel se produisait dans son atmosphère en expansion. La chevelure était immense, près de la moitié du diamètre du Soleil, et mesurait plus de 600 000 km. Il ne s'agissait ni d'une illusion photographique, ni d'un effet d'exposition. La lueur verte était réelle et exigeait une explication. Traditionnellement, les comètes vertes doivent leur couleur au carbone diatomique, C2, qui émet une fluorescence dans les bandes Swan autour de 510 nanomètres lorsqu'il est frappé par la lumière solaire. Cependant, lorsque les spectroscopistes ont analysé les données de Gemini, du VLT et du JWST, les raies d'émission C2 attendues n'ont tout simplement pas été observées. Pas de bande Swan, pas de signe de la signature carbone classique, même lorsque la luminosité de la chevelure a augmenté. Au lieu de cela, les spectres ont pointé vers un autre coupable. Les relevés du JWST d'août ont révélé un rapport CO2-H2O d'environ 7,6,
une valeur extraordinaire, bien supérieure à celle observée dans la plupart des comètes, où l'eau domine généralement. Cela a attiré l'attention sur l'oxygène atomique, et plus particulièrement sur l'émission interdite d'O2 à 5167 angstroms. Cette ligne verte apparaît lorsque la lumière du Soleil et des électrons énergétiques brisent les molécules de CO2 et d'H2O, libérant des atomes d'oxygène qui émettent des photons verts lors de leur relaxation depuis un état métastable. Dans la chevelure dense et riche en CO2 de l'Atlas 3I, le rayonnement ultraviolet solaire et les photoélectrons agissent comme catalyseurs, transformant la région en une véritable usine à émission d'O2. Des expériences en laboratoire et des études antérieures avaient déjà mis en évidence ce processus, mais l'Atlas 3I l'amène à une extrême sans précédent. Même à 2 unités astronomiques du Soleil, les conditions étaient favorables à la domination de ce mécanisme, surpassant la lumière réfléchie par la poussière et produisant la lueur verdâtre fantomatique qui caractérise aujourd'hui la comète. D'autres hypothèses ont été envisagées. Les équipes ont recherché des signes de fluorescence du CO, de diffusion de la poussière et de rares effets plasmatiques, mais l'absence de CO et le spectre de poussière inchangé rendaient ces options peu probables. Le débat s'est déroulé en temps réel, les chercheurs partageant spectre brut et script d'étalonnage, examinant chaque nouveau point de données pour le C2 ou d'autres chaînes carbonées. Mais un consensus s'est dégagé. L'oxygène atomique était la force motrice. La coïncidence temporelle était convaincante. La phase verte a débuté juste au moment où le flux de CO2 a atteint un pic et où la comète a franchi le point où le rayonnement UV solaire pouvait réellement fragmenter les molécules de sa chevelure en expansion. Le docteur Lena Sato, spectroscopiste principal de l'équipe JWST, a décrit le défi comme la poursuite d'une cible mouvante à la personnalité changeante. Chaque spectre a capturé un système en mouvement, où la chimie et la physique se sont heurtées à une échelle rarement vue. L'absence de C2 n'était pas un échec, mais un indice que 3I Atlas fonctionnait selon des règles différentes de celles des comètes du système solaire. La lueur verte devint sa marque de fabrique, un indice de chimie interstellaire et de glace ancienne formée dans une autre nurserie stellaire. Le mystère reste entier. Alors que la chevelure évolue et que les orbiteurs martiens se préparent à de nouvelles observations, la recherche de raies spectrales définitives, C2, OI, ou quelque chose d'encore plus étrange, se poursuit. Chaque mesure pourrait révéler si 3I Atlas n'était qu'une comète poussée à ses limites, ou un messager apportant des secrets venus d'au-delà de notre voisinage stellaire. La question suivante: comment cette chimie façonne-t-elle la structure de la comète? Et que révèle l'anti-queue sur les forces qui façonnent ce visiteur extraterrestre? Une bande orientée vers le Soleil traverse la chevelure de 3I Atlas, contredisant l'image classique d'une queue cométaire. Au lieu de s'éloigner du Soleil, l'anti-queue pointe directement vers lui, visible à la fois sur les images de Hubble et sur les télescopes terrestres. L'explication courante, un effet de projection lorsque la Terre croise le plan orbital d'une comète, ne s'applique pas ici. La géométrie ne correspond pas, et la persistance de l'anti-queue pendant des semaines suggère une cause plus profonde. Les physiciens et les dynamiciens des plasmas se sont concentrés sur la mécanique. L'Atlas 3I est dominé par le dioxyde de carbone et non par l'eau, et son jet de gaz est irrégulier. La lumière solaire frappe le noyau selon un angle prononcé, propulsant des jets de gaz et de poussière principalement du côté exposé au Soleil. Cette activité irrégulière projette de gros grains de poussière vers l'extérieur, mais de manière inégale. Les jets les plus puissants se produisent là où l'insolation est maximale, étendant la ligne de givre plus près du Soleil que dans les comètes classiques. Les grains lancés le long de cet axe sont plus gros et plus lents, résistant beaucoup plus longtemps à la chaleur et à la pression du rayonnement. Le résultat? Une véritable anti-queue physique, un arc de grains massifs pouvant persister sur des dizaines de milliers de kilomètres avant de finalement se sublimer. Les modèles indiquent que ces grains ont un diamètre d'au moins 10 micromètres, suffisamment grand pour résister au vent solaire et maintenir leur trajectoire vers le Soleil. Leur survie dépend à la fois de leur taille et de leur composition. Alors que la glace de CO2 s'évapore rapidement, des grains mêlés à des matériaux plus sombres et moins volatiles peuvent persister suffisamment longtemps pour former la structure observée. La luminosité de l'azantiqueux décroît de façon exponentielle le long de son axe, exactement comme prévu lorsque des grains sont détruits par la lumière du Soleil, et non simplement dispersés dans l'espace. Les forces électromagnétiques ajoutent à la complexité. À mesure que la chevelure s'étend, elle devient un laboratoire d'interaction plasmatique. Des grains chargés interagissent avec le vent solaire et l'écoulement de la comète,
créant des ruisselets et des filaments susceptibles de déformer l'antiqueux. Cependant, dans le cas d'Atlas 3i, la principale caractéristique d'orientation vers le Soleil s'explique par la survie des grains et des jets anisotropes, et non par des effets de plasma exotique. La queue ionique, façonnée par le champ magnétique interplanétaire, pointe vers l'extérieur du Soleil comme clairement séparée de la trajectoire de l'antiqueux. Certains ont même émis l'hypothèse de causes non naturelles, structures artificielles, plasma auto-organisé, voire technologie interstellaire. Mais les données ne corroborent pas ces affirmations. Chaque caractéristique s'inscrit dans les limites de la physique cométaire connue, bien que poussée à l'extrême par la chimie et l'activité unique de la comète. Le docteur Raphaël Ortiz, physicien des plasmas pour la campagne de l'orbiteur martien, résume. Si vous voulez prouver l'extraordinaire, vous devez d'abord abandonner l'ordinaire. Jusqu'à présent, l'antiqueux est un triomphe de la mécanique naturelle. Le véritable test reste à venir. Alors que l'Atlas 3i gravite autour du Soleil et que les orbiteurs martiens collectent des données, les modèles impliquant la taille des grains, l'anisotropie des jets et le couplage plasmatique seront confrontés à leurs plus grands défis. Si l'antiqueux s'affaiblit ou se fragmente, comme prévu pour les grains entraînés par le dioxyde de carbone, les arguments en faveur d'une origine naturelle se renforcent. Dans le cas contraire, une nouvelle physique pourrait se dessiner. Après le périhélie, 3i Atlas entre dans sa phase la plus imprévisible. Les modèles sont divisés en différents scénarios. Certains prédisent un lent déclin, la luminosité diminuant à mesure que les glaces volatiles s'épuisent et que la chevelure rétrécit, ne laissant qu'un faible vestige dérivant dans l'espace. D'autres mettent en garde contre une éruption finale, une explosion de luminosité causée par des poches de dioxyde de carbone nouvellement exposées, ou l'effondrement soudain du noyau. Un destin similaire à celui des comètes fragmentées sous l'effet du stress solaire. Une troisième possibilité pèse lourd dans tous les calculs dynamiques, la désintégration. Si le noyau est aussi poreux et fracturé que son activité le suggère, le périhélie pourrait marquer sa rupture, dispersant des fragments qui provoqueraient un bref pic de lumière avant de disparaître dans le vide. Le docteur Mara Valent, dynamicienne des comètes qui suit l'événement, décrit les semaines à venir comme un test de résistance pour toutes les théories sur les voyageurs interstellaires. Les simulations de son équipe esquissent des dizaines de scénarios, chacun lié à des diagnostics spécifiques. Une légère baisse de luminosité indiquerait uniquement un dégazage. Des sauts irréguliers ou des baisses soudaines pourraient signaler une fragmentation. Une chevelure verte persistante après le périhélie indiquerait d'importantes réserves de glace riches en dioxyde de carbone, tandis qu'un changement rapide de couleur vers le rouge ou le bleu pourrait révéler l'épuisement de ces couches volatiles. Les implications vont au-delà du destin d'une seule comète. 3i Atlas est une sonde naturelle venue d'un autre système stellaire qui rapporte des éléments chimiques et des structures forgées dans une lointaine pépinière. Son comportement teste les limites de la physique cométaire. Comment les glaces profondes survivent aux voyages interstellaires, comment la poussière et le gaz interagissent avec le vent solaire, et dans quelle mesure nos modèles peuvent prédire le cycle de vie d'objets qui passent des millions d'années à errer entre les étoiles. Chaque résultat, atténuation, éclaircissement ou fragmentation, fournit des données précieuses aux modèles de défense planétaire, affinant ainsi notre façon de suivre et d'interpréter les nouveaux visiteurs qui pourraient un jour représenter une menace réelle. Les idées spéculatives des sondes artificielles au plasma vivant restent marginales. Jusqu'à présent, aucune preuve ne vient étayer ces hypothèses, mais la méthode scientifique exige la vigilance. Toute anomalie doit être confrontée à des explications naturelles avant d'invoquer l'extraordinaire. Le survol martien et la fenêtre du périhélie constituent un laboratoire rare où les prédictions des modèles peuvent être comparées aux événements réels, et où les limites entre le connu et le possible sont testées en temps réel. Des étapes importantes sont déjà marquées sur les calendriers. Les premières données des orbiteurs martiens en octobre, le périhélie les 29 et 30 octobre, et le retour des observations au sol en novembre. Les semaines à venir détermineront quels modèles tiennent la route et lesquels devront être réécrits. Pour l'instant, l'histoire du 3i Atlas est une expérience vivante, se déroulant à une vitesse interstellaire, chaque nouvelle observation offrant un aperçu de la physique de mondes au-delà du nôtre. Même avec les meilleurs instruments, certains visiteurs cosmiques laissent plus de questions que de réponses.